Monsieur Bronfman, merci d'avoir accepté cette interview. Durant toute votre carrière politique, vous insistiez sur la séparation paisible entre Israël et la Palestine selon le modèle de deux États pour deux nations. Cependant, aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques israéliens, y compris ceux représentant la coalition au pouvoir, partagent également ce point de vue. Il est donc évident que votre interprétation du modèle de deux États est différente des autres. Pourriez-vous expliquer en quoi consiste cette différence? Я думаю, что проблема не в разнице в трактовке, потому что À mon avis, ce n'est pas une question позиция два d'interprétation государства, безусловно, différente, она не car новая. l'acceptation du modèle de deux Левые États pour говорит deux об этом peuples n'est pas довольно nouvelle. долго, La gauche israélienne en на parle следующий день depuis после assez шестидневной longtemps, войны. si je ne me Было trompe pas, понятно, dès что le в Израиле lendemain есть de la люди, guerre de которые 6 jours. считают, что нужно разделить Même avant, il y avait des gens en Israël территорию qui мандатной pensaient que le Палестины на territoire de государство la Palestine соответствующее mandataire его. devrait être И divisé особенно en это deux ясно États стало selon les после décisions de шестидневной l'ONU. войны. Ceci est devenu И мы, évident в après la общем-то, guerre de six возвращаемся к jours этой et nous теме revenons à ce sujet практически à на chaque cycle каждом politique. политическом À mon avis, круге. le problème n'est pas dans l'interprétation, Я mais думаю, dans la проблема в volonté de трактовке, в réaliser ce желании modèle. ее осуществить. И последний израильский политик, который Le dernier homme разделял эту идею, politique и qui который, partageait cette volonté et agissait respectivement и который était le feu действовал в Yitzhak этом Rabin, направлении qui был уже malheureusement a été очень assassiné скандальным. par un К terroriste juif сожалению, en ликвидирован еврейский 1995. терроризм в 1995 году. Les chefs d'État qui lui ont succédé, bien qu'ils aient essayé de mener des pourparlers avec l'autonomie palestinienne, n'avaient ni assez de volonté, ni assez d'envie, le dernier étant le plus important, car un dirigeant politique, un leader, doit croire en ce qu'il dit. Je pense que l'exemple le plus concret d'un homme politique qui parle du modèle de deux États pour deux peuples sans y croire un seul moment, c'est le chef d'État actuel, Benjamin Netanyahu. Voici donc deux pôles opposés, avec d'un côté Yitzhak Rabin qui promouvait l'idée de deux États et a payé le prix de sa vie, et Benjamin Netanyahu de l'autre qui parle de ce modèle pour plaire aux dirigeants américains, à la communauté européenne, aux amis européens d'Israël, mais qui fait sur les territoires tout pour que cela n'ait pas lieu. На территориях противоположной все, чтобы этого не произошло. Que proposait Israël Baalia et le choix démocratique sur ce sujet? Израиль Балия была партия секторальной, и в ней были люди Israël правые, Baalia левые, était un parti communautariste dont les membres étaient de droite comme de gauche. C'est pourquoi nous n'avions pas une plateforme unique en ce qui concerne la régulation du conflit israélo-arabe. À l'époque, je disais ce que je dis toujours. Si Israël ne se divise pas en deux États, cela mettra terme à l'idée même de l'État juif démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on compte un peu plus d'1 million de citoyens arabes palestiniens en Israël, tandis que 3,5 millions d'Arabes habitent dans les territoires. Si nous ne nous divisons pas en deux États, sachant que de fait aujourd'hui il n'y a rien ni personne pour promettre cette partition, alors au bout du compte, dans une génération, nous aurons la majorité arabe en ex-Palestine mandataire. Nous marchons donc d'un pas assuré vers un État binational où la majorité juive n'est pas du tout garantie. где еврейское большинство отнюдь не гарантировано. Dans une des interviews, vous avez dit qu'une des raisons de votre départ d'Israël Baalia était le passage du parti vers les ambitions nationales ainsi que des divergences idéologiques avec Nathan Sharansky. Ne pensez-vous pas que le passage du communautarisme vers les ambitions nationales est un scénario typique pour les partis russophones d'Israël? Сегодня кажется. Я думаю, что это действительно Aujourd'hui, je pense que c'est effectivement le cas. À mon avis, c'est vraiment une tendance de fond que j'avais du mal à voir avant. Nos divergences portaient sur les questions des rapports entre religion et État et non pas sur d'autres sujets comme l'intégration des rapatriés et même les relations internationales. Parce qu'au moment où j'ai adhéré à Israël Baalia, nous nous sommes accordés sur le fait que j'aurais le droit du vote libre sur les questions de la guerre, de la paix, des territoires palestiniens, etc. Sharansky et Edelstein étant d'orientation droite. Mais malheureusement, nous n'avons pas su établir un consensus similaire autour des questions des rapports entre religion et État. En ce qui concerne cette question, on peut dire que l'administration d'Israël Baalia et disons plus généralement celle des médias israéliens russophones est dans les mains d'un petit groupe des gens appartenant au courant religieux.
tandis que 90% des juifs russophones d'Israël sont en effet laïcs. C'est pourquoi on peut parler d'une pyramide inversée. Que ce soit les élites politiques ou journalistiques, elles sont concentrées dans une minorité religieuse, alors même que la majorité laïque n'est aucunement représentée. Ceci fut le sujet principal de dispute entre moi et Sharansky. Ce qui est illustré en quelque sorte par la phrase prétendument prononcée par Sharansky, ce ne sont pas les Russes qui m'ont fait entrer dans la Knesset, mais moi qui les y ai fait entrer. Non, ceci est une phrase qu'il m'a effectivement dite lors d'une dispute assez sérieuse d'un degré élevé, après que nous ayons publié en 1999 notre vidéo électorale qui promouvait le slogan « Notre contrôle est le contrôle de chasse, celui de chasse est le nôtre ». Ce slogan voulait dire que le prochain chef de gouvernement devrait transmettre le contrôle du ministère de l'Intérieur aux nouveaux rapatriés venus de l'URSS. Car tant qu'il était sous le contrôle du parti chasse, ce ministère faisait tout son possible pour les humilier et léser leurs droits. Ceci s'expliquait notamment par le fait que parmi 1 million des russophones rapatriés, à peu près un tiers ne sont pas juifs selon la halakha. C'est le cas de membres des familles mixtes ou descendants par la ligne paternelle qui ne sont pas considérés comme juifs en Israël. Dans les ouvrages français, on peut trouver une allégation selon laquelle les changements du système politique israélien ont eu un effet sinon déterminant, du moins très important sur l'apparition des partis russophones. Ainsi, on considère qu'Israël Ba'alia doit son succès à l'instauration du scrutin proportionnel intégral, et quant à l'échec du parti, il s'explique par l'abolition du suffrage direct du Premier ministre. Les électeurs russophones préféreraient par conséquent voter pour un leader national plutôt que pour leurs intérêts communautaires. Partagez-vous ce point de vue et quels facteurs distingueriez-vous ? Je pense qu'au fond, ces allégations sont justes. En 1993, le principe du suffrage direct du chef de gouvernement est instauré par la loi israélienne et en 1996, il fut appliqué pour la première fois. Pendant ces élections, le scrutin s'effectuait d'après 2 bulletins. Un bulletin pour le chef du gouvernement, le suffrage direct, et un bulletin avec la liste des candidats des partis. Israël Ba'alia a effectivement utilisé cette opportunité historique pour créer un parti communautariste et achever avec succès la campagne électorale. Bien que tous les sondages nous aient accordé 4 ou 5 mandats, nous en avons reçu 7. La deuxième élection de 1999 a également maintenu le principe du suffrage direct. En 2003, la loi fut abolie. Je dirais donc qu'il y a effectivement eu une espèce de lacune juridique dans le système électoral israélien qui a permis aux partis communautaristes représentant les nouveaux rapatriés de s'organiser très vite et de faire passer ses représentants dans la Knesset à la 6e année depuis la grande vague migratoire. Pourquoi cela a-t-il disparu de la scène politique ? Je pense qu'il y a 2 facteurs importants. Déjà en 1999, il y avait 3 partis russophones dans le Parlement qui correspondaient plus ou moins à l'échiquier politique des anciens rapatriés. Cette année, Lieberman a créé son parti représentant l'électorat de droite et obtient 4 mandats. Nathan Sharansky avec Israël Ba'alia a 4 mandats représentés en certains centres avec quelques éléments religieux modérés. Sharansky se trouve au centre, au vu de ses positions sur le conflit entre les Arabes et nous, et il est assez religieux lui-même, mais aussi en prenant en considération son entourage. Ce n'est pas tant lui qui est religieux, mais sa famille, ses compagnons les plus proches, qui proviennent, je dirais même, des cercles ultra-orthodoxes et messianiques d'Israël. En 1999, quand j'ai fait ma sécession d'Israël Ba'alia,
Le parti Le Choix démocratique, qui représentait l'opinion libérale de gauche dans la communauté russophone, a été créé avec 2 mandats. Par conséquent, avant même la fin de la première décennie depuis la Grande Alia, 3 partis représentaient le spectre des orientations politiques existantes en Israël. En 2003, j'ai effectivement fusionné ma liste du parti Le Choix démocratique avec celle du parti Meretz. Sharansky a fusionné avec Likoud. Sur l'arène politique, il ne restait donc que Lieberman comme représentant communautariste. Si bien qu'on peut effectivement dégager un juste processus historique, mais aussi, comme je l'avais déjà dit, une lacune dans le système électoral israélien qui existait durant 6 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'arène politique russophone d'Israël? Ce qui se passe en général aujourd'hui dans la communauté russophone est que la fusion de 2 partis, Likoud et Beitenu Israël, n'a pas eu d'effet désiré par les dirigeants de ces partis. Ils n'auront ni 55 mandats dont ils parlent, ni 50, ni même 45. Cette fusion les a séparés des 2 grands groupes. D'un côté, ce sont les partisans religieux de Likoud qui ont transféré leur voix au foyer juif de Naftali Bennett, auquel les sondages octroient aujourd'hui 12-13 mandats. De l'autre, ce sont les voix de la communauté russophone que Netanyahou voulait obtenir grâce à la fusion avec le parti de Lieberman. Mais les russophones se sont en fait rendus compte que personne ne les représente plus et que cette fusion est peut-être avantageuse pour Netanyahou et Lieberman qui subissent tout le temps des processus judiciaires, mais pas pour la communauté elle-même. Aujourd'hui, il y a de considérables divergences sur la scène politique russophone. Les gens ont du mal à décider pour qui voter. Les partis russophones d'Israël ne font pas d'exception sur le volet idéologique. Chacun d'eux prétend à un certain héritage idéologique, à une interprétation du sionisme qui peut diverger de manière considérable. Aujourd'hui, le parti Israël Beitenu se présente comme le porteur du code de l'honneur et des idées de Zev Jabotinsky. Que proposaient sur ce volet les partis Israël Ba'alia et le Choix démocratique, et que propose Roman Bronfman aujourd'hui? Je pense que cette question est très difficile. Israël Ba'alia n'existe plus, c'est pourquoi on ne peut pas en parler aujourd'hui. Si nous comparons ces 3 partis qui agissaient sur le champ politique russophone, c'est-à-dire le Choix démocratique, Israël Ba'alia et Beitenu Israël, nous verrons sans doute des métamorphoses complexes. Beitenu Israël n'a soi-disant aucun code de l'honneur. Le chef de ce parti est tout le temps mis en examen par la police israélienne pour le soupçon de détournement des fonds, de violation du code éthique, pour l'affaire des affectations politiques qui sont interdites par la loi, etc., etc. On peut continuer encore. Mais l'essentiel, ce n'est pas cela, mais le fait que le Choix démocratique et même Israël Ba'alia avaient leur code de la démocratie intérieure et extérieure. Israël Ba'alia et le Choix démocratique organisaient des primaires. Beitenu Israël n'a aucune élection antérieure, mais la désignation de l'ensemble de la liste électorale par Lieberman lui-même. La question de la démocratie extérieure est encore plus importante. Pour le Choix démocratique, les valeurs démocratiques, humaines et universelles étaient la pierre de voûte. Ceci est en somme comparable aux valeurs d'Israël Ba'alia, car dans les années 90 et même au début des années 2000, régnait en Israël encore une atmosphère de pluralisme. À partir du 2003, au moment du renforcement de Beitenu Israël, c'est-à-dire au moment de la montée en force des opinions racistes dans la société juive d'Israël,
Je le dis avec beaucoup de prudence, mais c'est absolument vrai. Le parti Beitenu Israël et les représentants russophones de Likoud se sont mis à la tête d'une chasse aux sorcières, en sous-entendant sous les sorcières Israël libéral, de gauche et de centre, les médias, les organes de protection des droits de l'homme et le pouvoir judiciaire. Cette chasse peut bientôt finir très mal. Déjà aujourd'hui, beaucoup de gens comparent Israël avec l'Allemagne du début des années 30, juste avant le nazisme. Malheureusement, beaucoup de comparaisons peuvent effectivement être faites. On trouve en Israël une propagande effrénée et une violence ouverte contre les travailleurs étrangers qui viennent en Israël des pays de l'Afrique. Sans aucun doute, la xénophobie est largement partagée dans la société israélienne, comme envers les travailleurs étrangers, comme envers les Arabes qui ont la nationalité israélienne. Finalement, la tentative de ce camp de l'extrême droite d'établir les normes de conduite pour le reste de la société israélienne fait qu'il faut être très prudent pour ne pas faire évoluer les composantes pré-nazies ou nazies de la politique israélienne actuelle. Que pouvez-vous dire à propos de la presse russophone d'Israël? On aurait l'impression qu'il est très difficile de trouver un journal centriste ou de gauche parmi ces périodiques. Ces journaux n'existent pas, vous ne les trouverez pas. Aujourd'hui, le centre d'activité des russophones de gauche ou de centre se trouve dans l'Internet, grâce au fait que l'Internet n'est pas de frontières et que les Israéliens russophones expatriés, que ce soit dans les États-Unis, en Russie ou en Allemagne, puissent se contacter entre eux ou avec ceux restés en Israël. Toute la presse israélienne, la chaîne 9 de la télévision, le journal Vesti et d'autres journaux moins importants, et même la station de radio d'État Reka, se trouvent entre les mains des organisations et des structures politiques de centre-droite ou de droite. Elle mène une propagande acharnée contre la gauche et le centre, et surtout contre ceux de ces camps qui se présentent pour les élections de 2013.